Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Questions d'actu qui reçoit cette semaine le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Heddem. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Le gouvernement a adopté un projet de décret exécutif relatif à l'intégration des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et sociale des diplômés, le DEP. Avant d'en parler, je vous propose de regarder ce sujet de Amel Bouarba. La régularisation de la situation de l'ensemble des personnes intégrées au titre du dispositif d'aide à l'intégration professionnelle, une priorité pour le gouvernement. Un projet de décret exécutif relatif à l'intégration des bénéficiaires de ce dispositif a été adopté lors de la réunion gouvernementale du 20 novembre dernier, présidée par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Ce décret détermine les modalités et les conditions d'intégration des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi depuis 2008. En tout, ce sont plus de 456 000 cas qui sont concernés par cette opération. Ce décret permettra ainsi d'intégrer de manière progressive l'ensemble des personnes concernées par ce dispositif. L'opération d'intégration doit se faire par étapes conformément à des normes objectives et transparentes. S'étalant sur une durée de 3 ans, l'opération d'intégration doit se faire par étapes conformément à des normes objectives et transparentes selon l'ancienneté dans le dispositif. Cette décision vient conforter d'autres mesures encourageant la création d'emplois, notamment dans les régions du sud du pays. Pour ce faire, un groupe de travail chargé de l'élaboration d'une stratégie du secteur relative à l'emploi dans les wilayas du sud du pays a été installé récemment. Il est question ainsi de la refonte du système de formation professionnelle au niveau de ces wilayas avec un objectif clé, mettre en adéquation les formations des demandeurs d'emploi avec le marché du travail local. Autre sujet d'actualité, la retraite complémentaire de la Mutuelle Générale des Travailleurs de la Sécurité sociale, un projet en cours d'élaboration qui verra bientôt le jour. À la faveur de ce nouveau système, les travailleurs pourront bénéficier notamment avec l'intégration des mutuelles dans le système de la carte électronique de l'assuré social et le système du tiers payant des avantages de ces deux systèmes dans le cadre de la sécurité sociale et de la mutualité sociale. Il faut savoir que le projet de la retraite complémentaire de la Mutuelle Générale des Travailleurs de la Sécurité sociale devra être un modèle pour les mutuelles sociales des autres secteurs, de quoi permettre de garantir une meilleure couverture sociale aux citoyens. Alors nous venons de le voir, les autorités décident la régularisation des contractuels du pré-emploi. L'opération débutera prochainement et concerne plus de 450 000 personnes. Une décision courageuse, monsieur Heddem, compte tenu de la situation économique du pays, mais une réponse à une réelle demande sociale, monsieur Heddem. Merci. Je souhaiterais dire bonjour à nos téléspectateurs. Et merci de nous donner l'opportunité d'expliquer un certain nombre de choses et un certain nombre d'avancées décidées par le gouvernement algérien ces derniers mois. Effectivement, le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle revêt un caractère important pour les Algériens et pour un nombre considérable d'Algériens, parce qu'il faut savoir que ce dispositif qui a plus de 10 ans d'âge, il est né en 2008 et plus de 2 millions d'Algériens, plus de 2 200 Algériens, 200 000 Algériens ont bénéficié de ce dispositif. Ça a coûté pour le trésor public presque 900 milliards de dinars. C'est une chose importante de le dire. Et il faudrait savoir aussi que 10 ans d'existence. Après 10 ans d'existence, et de prime abord, ce dispositif était un dispositif qui était transitoire, c'est-à-dire que les jeunes primo-demandeurs d'emploi allaient acquérir une expérience en ayant un contrat de travail déterminé et de durée limitée dans le temps. Et c'était l'objectif, c'était pour permettre d'acquérir une expérience et pour plus tard, le jeune devait avoir un emploi. Malheureusement, ce dispositif a dévié de son objectif principal ces dernières années. Et nous nous retrouvons avec un nombre important de jeunes
qui ont plus de 10 ans, parfois plus de 10 ans, qui ont fondé des familles en étant dans ce dispositif. Et nous nous retrouvons avec plus de 416 000 jeunes qui sont dans une précarité par rapport à l'emploi. Il y a un peu plus de 319 000 dans les institutions et administrations publiques et un peu plus de 96 000 dans le secteur économique. Ce dispositif, il est indéniable. Il a participé au soutien des entreprises économiques et des administrations publiques avec des ressources humaines financées par le Trésor public. Et par conséquent, il faudrait le dire. Nous nous retrouvons dans une situation où ces jeunes manifestent le besoin et le désir d'avoir un emploi définitif, un emploi stable, pour qu'ils aient un avenir, et ils ont le droit d'avoir un avenir dans ce pays qui est leur pays. C'est pour cela que Monsieur le Premier ministre, Monsieur Bedoui, soucieux de cela, soucieux de l'équité, soucieux de la transparence, soucieux des gestions d'humanisme, a décidé dans une réunion du gouvernement, cela fait 15 jours, de trouver des solutions. Il a confié ce dossier au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, où nous avons travaillé pendant 15 jours sans relâche. Et je souhaiterais remercier tous les départements ministériels et la fonction publique qui ont contribué à solutionner ce problème. Comment nous avons solutionné ce problème? C'est grâce à un décret exécutif qui engage l'État à solutionner d'une manière définitive et d'une manière graduelle ce problème en intégrant d'une manière graduelle 2019, 2020, 2021 la totalité des personnels qui sont dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Et quelles sont les réponses techniques que compte prendre le gouvernement, compte donner le gouvernement pour mettre en place, afin de faire face à d'éventuelles difficultés? Solution technique pour le DAIP. C'est-à-dire que ce décret qu'on a adopté lors de la réunion du dernier Conseil du gouvernement, il va permettre d'intégrer d'une manière progressive l'ensemble des personnels concernés par ce dispositif jusqu'à la date fixée. L'opération d'insertion se fera par étapes et conformément à des normes, objectifs de transparence, selon l'ancienneté bien sûr, dans le dispositif, et cela à partir du 1er novembre 2019, s'étalera sur 3 ans, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Il y aura 160 000 bénéficiaires qui seront intégrés dans un emploi permanent avant la fin de l'année 2019. Pour toutes les personnes qui ont plus de 8 ans d'ancienneté dans ce dispositif. En 2020, on concernera 105 000, un peu plus de 105 000 bénéficiaires qui ont une ancienneté entre 3 ans et 8 ans par rapport à ce dispositif. Et nous terminerons en 2020 grâce à ce décret exécutif qui est le garant de l'application de la réglementation et le garant de l'application de la normalisation de ce dispositif. Et en 2021, date de la fin de l'opération, les bénéficiaires restants ayant moins de 3 années, qui concernera un peu plus de 100 000 jeunes, bénéficieront de ce dispositif. Je vous informe que Monsieur le Premier ministre a chargé le ministre des Finances ainsi que l'ensemble des secteurs concernés par cette opération pour mobiliser toutes les ressources financières, mobiliser toutes les ressources humaines pour la concrétisation de cette décision ô combien importante pour notre jeunesse dans les meilleures conditions et obligatoirement et surtout dans les délais fixés. Le Premier ministre aussi a ordonné l'entame de la concrétisation immédiate de cette opération aussi au niveau des collectivités locales financières qui ont une finance confortable. Et quelles sont les priorités? Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires que d'autres dans cette opération de régularisation? Il n'y a pas de secteur prioritaire.
tous les jeunes, c'est l'ancienneté qui crée l'égalité par rapport à la normalisation et la pérennisation dans un emploi. Mais par contre, nous avons fait un travail de fond où nous avons identifié tout le personnel dans une base de données que nous avons au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Nous connaissons tous les jeunes là où ils sont, leur degré de qualification, leur diplôme, l'ancienneté dans le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et où ils sont, c'est-à-dire quels sont les départements ministériels ou les secteurs concernés. Le décret exécutif parle d'un effet rétroactif à partir du 1er novembre, n'est-ce pas? Effectivement, je vous confirme cela. Le décret exécutif a été adopté en réunion du gouvernement et donc par conséquent, il y a un effet rétroactif à partir du 1er novembre. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer sur ce plateau qu'il y a des jeunes qui graduellement sont concernés par cela et il y a des décisions qui ont été prises et ça a été exécuté par certains secteurs. Parlons à présent de l'emploi dans le Sud. Votre département a adopté une nouvelle démarche. Des commissions ont été installées et ont sillonné plutôt plusieurs wilayas du Sud et des hauts plateaux. Une importance, une priorité plutôt, l'emploi dans le Sud, a été accordée à l'emploi dans le Sud par votre département, Monsieur Deme, ces derniers temps. Oui, bien sûr, nous sommes et nous travaillons en droite ligne par rapport aux orientations de Monsieur le Premier ministre et par rapport à la stratégie gouvernementale dans son ensemble. Et vous remarquez qu'il n'y a pas un conseil du gouvernement où nous ne traitons pas d'une chose particulière par rapport au Sud, par rapport aux différents axes. C'est pour dire que le gouvernement algérien et l'État algérien et Monsieur le Premier ministre sont soucieux à l'accès et à l'égalité de chance par rapport à l'emploi, par rapport à l'habitat, par rapport aux conditions de vie d'une manière générale, à tous nos concitoyens là où ils se trouvent. Et une attention particulière est donnée pour nos concitoyens au niveau du Sud et nous remarquons que c'est concrétisé par des décisions ô combien importantes, ô combien stratégiques dans le cadre de la prise en charge de nos concitoyens. L'emploi du Sud revêt un caractère prioritaire, particulier. Parce que celui qui travaille, je pense que c'est la personne insérée dans la société. Et donc, par conséquent, notre département ministériel a choisi une action de proximité. Nous avons sillonné tout le Sud. Nous avons sillonné toutes les wilayas du Sud par des cadres compétents, des cadres engagés, qui de visu ont pu constater quel dysfonctionnement existe par rapport à ce dossier au niveau du Sud. Nous avons discuté avec plusieurs de nos concitoyens, toutes les couches confondues. Nous avons vu tous nos organismes qui sont sur le terrain et pour voir est-ce qu'il y a une bonne cohésion par rapport au travail et est-ce que les sollicitations de nos concitoyens sont assurées et sont prises en charge par les organismes sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et par rapport à l'emploi d'une manière particulière. Quel est le constat qui a été fait suite à ces... Le constat, pour le constat, on ne s'est pas arrêté à cela. Nous avons fait 2 séances de travail et 2 réunions où nous avons fait un benchmarking, où on a remarqué et on a mis en exergue tous les dysfonctionnements qui existent et nous avons constaté un certain nombre de choses par rapport aux conditions contraignantes qui souvent sont injustifiées, fixées par les offres d'emploi déposées par les organismes employeurs, notamment en matière d'expérience professionnelle et de maîtrise de langue étrangère. Ça, c'est les conditions pratiquement impossibles à faire. Il y a aussi les lenteurs dans les procédures de sélection des candidats par les entreprises. Il y a aussi parfois un rejet non motivé par les entreprises
de candidatures qui sont présentées par l'ANEM. Il y a aussi, parfois, le non-respect des dates de test et d'affichage des résultats par un nombre important d'entreprises implantées au niveau du Sud. Il y a aussi l'éloignement des résidences des demandeurs d'emploi par rapport au lieu de sélection qui entraîne de longs et coûteux déplacements pour les demandeurs d'emploi orientés pour effectuer des tests. Et enfin, nous avons remarqué qu'il y avait une absence des profils qui répondent aux critères des offres d'emploi. Mais alors, quelles sont les réponses que compte apporter votre département à tous ces problèmes? Nous comptons et nous avons mis en place. Nous avons installé une commission intersectorielle importante, chargée de l'élaboration d'une nouvelle stratégie de formation au niveau des wilayas du Sud, pour améliorer, en fait, l'employabilité et améliorer l'adéquation entre les qualifications, formations et les exigences du marché local de l'emploi. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ces trois triptyques indispensables. Et suite aux réunions avec les directeurs de l'emploi, il y a aussi une commission intersectorielle chargée de l'élaboration de la stratégie, de la mise à niveau et d'enlever tous les dysfonctionnements procéduriels, réglementaires, relationnels. Et pour cela, nous avons mis un plan de formation intense. Nous avons assuré aussi le développement de la connaissance de la situation de l'évolution du marché de l'emploi. Nous avons puisé l'information des répertoires sectoriels des emplois métiers, qui constituent une source documentaire opérationnelle et actualisée. Cette nomenclature est importante. Nous avons vu aussi la nomenclature des emplois et des métiers. Et nous allons procéder à une adéquation par rapport à cela et mettre en place une action de formation intensive, où le département du ministère de la formation professionnelle nous accompagne dans cela pour améliorer l'employabilité. La micro-entreprise et l'entrepreneuriat étaient aussi au cœur des dernières décisions prises par votre département. Et alors, quelles sont ces décisions, les plus importantes du moins, et pourquoi cet intérêt pour les startups et les micro-entreprises? Vous savez, pour pouvoir être intégré dans la société, nous avons besoin d'emplois ou nous avons besoin de créer quelque chose qui soit rentable pour la personne elle-même ou pour la société. C'est pour cela que la micro-entreprise et l'entrepreneuriat, ce sont des solutions importantes qu'a mis en place notre département ministériel en parfaite synergie par rapport à la politique de l'État qui est éminemment sociale et qui encourage la création de l'entreprise. La création de l'entreprise qui elle-même génère de l'emploi, génère une dynamique et génère une relance économique en dehors des revenus des hydrocarbures. Nous avons adopté aussi une action de communication, une action de proximité. Et nous avons organisé plusieurs entretiens avec des jeunes start-upers, avec des jeunes qui ont des entreprises qui ont été créées dans le cadre de l'ANSEJ, de la CNAC, de l'ANGEM. Et nous avons remarqué que malgré les efforts déployés par notre département ministériel, par les différents organismes, nous remarquons qu'il y a des difficultés, il y a des facteurs limitants dans la réglementation, dans les procédures et dans l'application des procédures. Ça veut dire notre ressource humaine. Et nous avons discuté, nous avons fédéré, et suite à cette évaluation, nous avons fait un audit de l'ANSEJ et de la CNAC. Et nous sommes arrivés à améliorer nos procédures, à voir qu'il était important de dégeler, et ça c'est une décision du gouvernement algérien, et nous avons décidé de dégeler
toutes les activités qui étaient gelées au niveau du Sud. Et nous sommes en train de les accompagner pour que nos jeunes, par rapport à ce dégel, s'engagent pleinement dans des activités qui seront lucratives pour eux au niveau du Sud, pour améliorer le revenu, créer de la richesse, créer une relance et créer de l'emploi. Dans une deuxième étape, nous avons dégelé tout l'ensemble des activités pour l'extension, et cela au niveau national. Parce qu'en fait, il faut comprendre pourquoi on avait gelé quelques activités. Parce qu'il y avait des emplois ou des fonctions qui étaient saturées dans des régions par rapport à d'autres. Nous avons mis des mécanismes pour accompagner le jeune avant la création de son micro-entreprise, pendant la création et après la création de son entreprise. Cet accompagnement qui sera soutenu, qui sera fait par l'ensemble de notre personnel de l'ANSEJ et de la CNAC, améliorera grandement la rentabilité de ce dispositif. En fait, il faut répondre aux besoins au niveau local, notamment en matière de transport, de tourisme, des activités. Et nous soutenons encore les micro-entreprises qui ont réussi dans leur travail. Il y a aussi cette décision de réattribuer les locaux invendus. Comment se déroulera l'opération? Pour les locaux invendus, vous savez que les différents dispositifs de l'habitat pour l'habitat dans le cadre de l'ADL et les différents OPGI, nous avons fait plusieurs locaux. Et lors de la décision du Conseil interministériel présidé par Monsieur le Premier ministre, Monsieur Bedoui, on a décidé d'affecter ces locaux invendus et de prioriser nos jeunes qui ont une entreprise créée dans le cadre de l'ANSEJ ou de la CNAC, et pour qu'ils soient prioritaires pour les acquérir et pour travailler d'une manière définitive. Nous avons créé un comité où toutes les parties prenantes et tous les départements ministériels concernés par ce dossier étaient travaillés avec nous. Nous avons identifié, grâce au ministère de l'Habitat, que je remercie, nous avons identifié tous les locaux et nous avons une cartographie de tous les locaux. Tous les locaux à travers le territoire national qui n'ont pas été vendus, et on connaît la consistance, on connaît là où ils sont, on connaît est-ce qu'il y a de l'eau, de l'électricité, du gaz, est-ce qu'il y a un assainissement, quelle est la superficie, quel est l'état, et nous avons fait une véritable cartographie. Nous avons créé des commissions locales présidées par M. Le Wali, et ça c'est important. Vous voyez l'intérêt que donne l'État, c'est M. Le Wali qui préside au niveau des commissions locales pour réceptionner les demandes de nos jeunes par rapport à ces locaux et de mettre en adéquation les locaux par rapport à la demande. Bien sûr, le jeune a le droit et est invité à visiter le local qu'il voudrait acquérir avant qu'on entame les procédures. Nous avons accompagné, bien sûr, avec une action de communication locale par tous les moyens de communication audiovisuels et tous les moyens de communication pour expliquer à nos jeunes cette approche. Et je peux vous rassurer, je peux vous dire qu'effectivement, il y a une bonne réussite et que par rapport à un peu plus de 8000 locaux invendus, nous avons octroyé à plus de 20% à nos jeunes ces locaux invendus où ils développent leur activité, et cette opération est toujours de mise et elle est pérenne. Merci. Alors, la caisse de retraite accuse un déficit, mais les pouvoirs publics maintiennent une politique assurant l'équilibre. Qu'en est-il de l'avenir immédiat? L'avenir immédiat de la caisse des retraites, oui. Ah, ok. D'accord, bien sûr.
et tout le monde, tous nos concitoyens sont informés des difficultés du système de sécurité sociale d'une manière générale, du système de sécurité sociale d'une manière générale et des difficultés que rencontre la Caisse nationale de retraite pour pérenniser les pensions à nos retraités qui ont donné leur vie de travail et qui ont le droit d'avoir une pension jusqu'à la fin de leur vie, Inch'Allah, le plus longue possible. Et donc, par conséquent, depuis ces dernières années, depuis 2014-2015, il y a un gros déficit. Il y a un gros déficit et le déficit est là, grâce à la trésorerie de la CNAS, grâce à la trésorerie aussi de la CNAC, dans le cadre de l'entraide de l'entraide entre les caisses de sécurité sociale, nous avons pu compenser ce déficit entre les caisses de sécurité sociale. À partir de 2017, l'État algérien a octroyé 500 milliards de dinars pour qu'on pérennise à nos retraités la pension de retraite. Et à partir de 2019, la CNR est en train de faire des prêts par rapport au FNI pour compenser sur ce déficit. Le déficit est là. Le déficit est là. Nous sommes en train de réfléchir sur les causes de ce déficit et sur les ajustements. Les ajustements sans toucher à l'assurance sociale, sans toucher à nos employés, sans toucher aux retraités, sans toucher au système de retraite. Et nous sommes en train de réfléchir un peu plus par rapport à la fiscalisation, par rapport à la budgétisation de la Caisse nationale de retraite, parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, la Caisse de retraite, elle n'est financée par la cotisation des employés et des employés et des employeurs. Elle est financée exclusivement. Dans tous les pays du monde, il y a d'autres sources de financement pour équilibrer et pour pérenniser les retraites. Et nous, en Algérie, nous sommes à peu près à 2 actifs pour un retraité. Dans les pays où ce n'est pas déséquilibré, il faut à peu près 5 actifs pour un retraité. Et donc, par conséquent, l'État est garante de la pérennisation des pensions de nos retraités. Et donc, par conséquent, les pensions ne seront jamais touchées et l'État accompagne la Caisse nationale de retraite pendant cette période difficile à court et à moyen terme pour comme ça, à long terme, nous trouverons des solutions idoines. Et surtout, nous sommes en train de travailler sur la budgétisation et la fiscalisation parce que l'État éminemment social, garante de l'équité, garante de la retraite et de l'emploi, ne touchera pas à l'assurance sociale et ne touchera pas aux retraités. Il y a aussi la retraite complémentaire, un projet en devenir. Quelles sont les dispositions prises pour pallier à d'éventuelles difficultés? Déjà, qu'est-ce qu'une retraite complémentaire pour ceux qui ne le savent pas? Parce que ce n'est pas quelque chose que les Algériens, auquel les Algériens pensent au début, enfin pendant leur pendant leur vie. Oui, exactement. Effectivement. La retraite complémentaire ne peut se faire que grâce aux mutuelles, grâce aux mutuelles sociales. Et vous savez que les mutuelles sociales, qui est le deuxième pilier de la sécurité sociale. Et donc, par conséquent, la mutuelle sociale, qui est une adhésion volontaire à un employé pour bénéficier de prestations. De prestations en matière de médicaments, de prestations en matière de soins, de prestations aussi en matière de loisirs, en matière d'action sociale. Et donc, par conséquent, la mutuelle sociale est là, elle est garante pour cela, à condition que l'assuré social cotise pour cette mutuelle. Nous avons en Algérie 30 mutuelles sociales
Et ces 30 mutuelles sociales gèrent un peu plus de 1 200 000 citoyens algériens. Cette mutuelle sociale, nous sommes en train de travailler pour revoir la loi 1502 et pour éventuellement, dans le cadre de cette mutuelle sociale, intégrer la retraite complémentaire. Nous sommes en train de réfléchir. Nous avons fait une journée d'études, un séminaire, où on s'est engagé au niveau de notre département ministériel, au niveau de la mutuelle de la sécurité sociale, à mettre en place cette retraite complémentaire qui sera un exemple pour les autres mutuelles à suivre, et nous allons faire évoluer et adapter notre arsenal juridico-réglementaire pour cela. Merci Monsieur Hdem. Un dernier mot, on arrive à la fin de notre émission. Eh bien, le mot de la fin, c'est que l'État algérien accompagne nos concitoyens dans le travail, dans l'emploi et dans la sécurité sociale. Et notre État est un État éminemment social. Le concitoyen est au centre de toutes les préoccupations. Et il y a une véritable stratégie qui est adoptée, qui est mise en place avec une vision lointaine par notre État algérien et une dynamique ces derniers mois. Merci Monsieur Hdem, merci Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale qui était avec nous dans ce numéro de Questions d'actu. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous retrouve la semaine prochaine.